Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Cette semaine, nous rejoindrons la Syrie pour revivre un fait d'actualité assez inédit. Le concert donné par un orchestre russe dans la ville de Palmyre pour célébrer la reprise de la cité antique par l'armée syrienne. Plus qu'un spectacle, un message fort adressé au monde que nous décrypterons. Je vous emmènerai ensuite découvrir un métier peu connu et difficile, celui de scaphandrier. Une école existe à Saint-Mandrier dans le Var. Nous suivrons des élèves en pleine formation. Il est difficile de faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen sans se rendre à Cannes où le 69e festival s'est ouvert. Ce sera l'occasion pour nous de constater que la Côte d'Azur attire de nombreux cinéastes séduits par le décor mais aussi par les aides de la région. Cette semaine, nous avons choisi d'ouvrir ce journal avec une histoire à peine croyable, l'histoire d'Amir. Ce jeune Syrien de 21 ans a traversé la mer Égée à la nage pour fuir la Syrie et rejoindre la Turquie. Sans argent pour payer un passeur, il s'en est sorti à la force des bras. 7 heures de traversée dans les vagues au péril de sa vie. Auparavant, Amir s'était entraîné des heures durant à la piscine de Damas. Franck Genozo, Giona Messina ont recueilli son témoignage. Il a gagné l'Europe à la force de ses bras. Bousculer son propre destin avec un exploit digne des plus grands champions. Pour fuir la guerre syrienne et rejoindre les terres plus accueillantes du nord de l'Europe. Je me rappelle de chaque minute, de chaque seconde de cette traversée. Il y a 8 mois, Amir Merter décide de rejoindre la Suède, mais il n'a pas les moyens de payer les passeurs. Alors c'est à la nage qu'il choisit de traverser la mer Égée que tant d'autres franchissent en bateau. Entre la Turquie et l'île grecque de Samos, 7 km à parcourir. Quelques heures avant de se mettre à l'eau, il envoie une vidéo pour rassurer ses proches. J'ai acheté des gants palmés pour mes mains. Et sinon, j'ai aussi une paire de lunettes de natation et un bonnet de bain. 7 autres nageurs l'accompagnent dans ce projet risqué. On a jeté l'essentiel de nos affaires pour ne garder que le strict nécessaire. Un petit sac avec des habits, un peu d'eau et de nourriture. J'avais noué un film plastique à mon poignet avec quelques dates à l'intérieur. On a choisi d'y aller par deux pour être discret. Mais une fois dans l'eau, il y avait du vent. Les vagues étaient trop fortes et je me suis vite retrouvé seul. Les eaux sont étroitement surveillées par les gardes-côtes turcs. L'angoisse le saisit très rapidement. J'étais terrorisé. J'avais peur de me faire attraper. J'essayais de regarder autour de moi, à droite, à gauche, mais dans l'eau c'est difficile. J'étais tétanisé, j'avais tellement peur que je n'arrivais plus à nager. Paniqué, comme s'il mettait pour la première fois les pieds dans l'eau, lui qui a pourtant soigneusement endurci son corps pendant des mois, à 6000 km de là, dans la piscine olympique de Damas. Amir vient ici discrètement nager chaque semaine, sous les affiches à la gloire de Bachar el-Assad. Même sous les roquettes, la piscine n'a jamais fermé. Ok, vous êtes prêts? Mais nager en bassin et nager en mer sont deux choses bien différentes. Amir en est conscient. Alors, après un bombardement qui a touché leur maison, avec ses frères, ils rejoignent Beyrouth. C'est là, sur les côtes libanaises, que le jeune Syrien va parfaire son entraînement avec son grand frère. C'est ici qu'on venait nager. On plongeait de là, avant d'aller au large faire des longueurs. Il avait un programme d'entraînement précis. Après le travail à 4 heures, il venait tous les jours nager au moins 2 ou 3 heures. Après plusieurs mois d'entraînement, Amir s'estime prêt. Il fait ses adieux à sa famille et rejoint la Turquie. Un jour, il m'a appelé pour me dire « Je me mets à l'eau, je ne pourrai plus te parler ». Je me suis senti hyper mal. Moi, son grand frère, qu'est-ce que j'avais fait pour empêcher ça? Je lui ai dit « Vérifie la météo ». Ils annonçaient des vagues, du vent, que le temps serait couvert. Je lui ai dit « Les bateaux ne te verront même pas ». L'angoisse se termine 7 heures plus tard, lorsqu'il reçoit cette photo. Le sourire d'Amir, épuisé mais les bras levés, le geste d'un champion. À ce moment-là, j'ai su que c'était le début d'une nouvelle vie. Je venais de voir la mort en face et je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'étais fatigué. J'ai eu les pires difficultés à me mettre debout. Je me sentais dans la peau d'un nouveau-né.
sans force, après l'accouchement. Je ne savais même plus si j'étais encore en vie. Lever les bras était un effort surhumain. Amir garde désormais en permanence avec lui les lunettes porte-bonheur qui l'ont conduit vers l'Europe. Mais il n'incitera personne à suivre son sillon, conscient que son destin n'a tenu qu'à un fil dans les eaux tourmentées de la mer Égée. Et pendant ce temps, la guerre continue à faire rage partout en Syrie. Seule la ville d'Alep a pu revivre quelques jours sans bombes. Une trêve temporaire entre le régime syrien et les rebelles avait été décidée ces derniers jours. Vous le voyez, les Russes animaient à nouveau. Mais pour combien de temps? La trêve a pris fin cette semaine. De leur côté, les djihadistes du groupe État islamique ont eux infligé un revers à l'armée syrienne en isolant Palmyre, moins d'une semaine après les célébrations par le régime et son allié russe de la reprise de la ville antique. Un concert avait alors été organisé, la mise en scène savamment orchestrée. Pourquoi? Pour quel message? Stéphanie Larion et Yannick Lécuyer nous en disent plus. Ces images ont fait le tour du monde. Le célèbre chef d'orchestre russe Valéry Gergiev dirigeant les musiciens du théâtre Mariinsky au cœur de l'amphithéâtre de la cité antique de Palmyre. C'était le 5 mai dernier. Une façon symbolique de célébrer la reprise de la ville un mois plus tôt par le régime syrien grâce à l'appui des forces russes. Un moment de grâce soigneusement mis en scène avec en prime, avant le concert diffusé en direct à la télévision russe, une intervention de Vladimir Poutine. Je veux dire merci à tous ceux qui ont rendu possible ce grand moment d'humanité aujourd'hui dans la cité de Palmyre, libérée des terroristes. Un moment d'humanité, mais surtout un message politique fort adressé aux opposants du régime syrien, rebelles comme groupe djihadiste, mais aussi à la communauté internationale. La Russie est ici toute puissante et la guerre est loin d'être finie. Pour s'en convaincre, il faut se rendre sur la base aérienne de Latakié, siège des forces armées russes en Syrie. Ici, les bombardiers Sukhoi multiplient les raids contre les groupes djihadistes qui refusent toute idée de trêve. Et si quelques avions et militaires sont rentrés au pays, comme l'avait promis Moscou, ils sont encore nombreux sur le sol syrien, mais impossible de savoir combien exactement. Il nous reste ici suffisamment d'hommes, croyez-moi, pour lutter efficacement contre les groupes terroristes que sont l'État islamique et le Front al-Nosra. Et pour montrer que la Russie ne se contente pas de larguer des bombes, mais vient aussi en aide aux populations, le ministère russe de la Défense a convié la semaine dernière la presse étrangère à suivre une partie de ces opérations. Direction la région de Hama, à 2 heures de route de Latakié, dans les villages repris par les soldats de Bachar al-Assad avec l'aide des Russes. Une opération de communication parfaitement planifiée avec distribution de vivres et population en liesse. Et le clou de ce spectacle, pas vraiment spontané, c'est dans cette tente qu'il se joue avec ces hommes présentés comme des rebelles repentis qui acceptent de rendre les armes aux soldats de l'armée régulière. Mais derrière cette mise en scène, il y a la réalité des combats et sans l'appui des Russes, l'armée syrienne aurait bien du mal à contenir les assauts des rebelles et des djihadistes. Cette invitation de journalistes étrangers était donc aussi l'occasion pour Moscou de rappeler que la Russie n'abandonnera jamais Bachar al-Assad. Revenons en France pour plonger dans la Grande Bleue et découvrir un métier peu connu, celui de scaphandrier. Sa mission ? Couler du béton sous l'eau ou réaliser des soudures sous des plateformes pétrolières. Un travail difficile dans des conditions souvent rudes. Les carrières professionnelles dépassent rarement les 10 ans. La France compte 2 écoles pour former de futurs scaphandriers. L'une d'elles, située à Saint-Mandrier dans le Var, a ouvert ses portes à Sarah Bernuchon et Alexis Jacquet. Biberon ouvert, test effectué. Vanne fermée, tu peux envoyer l'air. Ils doivent pouvoir plonger jusqu'à 50 mètres et par tous les temps.
ce sont les ouvriers des profondeurs. Mais avant de bien savoir manier les outils sous l'eau, il faut suivre une formation très exigeante. L'une des écoles françaises de scaphandrier se trouve à Saint-Mandrier, dans le Var. Bon les gars, donc on est parti sur la phase de coulage des... Pierre-Yves a 33 ans. Avant d'être plongé dans le grand bain, comme chaque élève, il doit ici passer une première épreuve au sec. Vous allez descendre à combien de mètres là? 45 mètres. Mais il n'y a pas d'eau? Non, il n'y a pas d'eau. C'est en fait, on va recréer la pression que l'on retrouve sous l'eau, mais dans un sas à sec. Grâce à ce petit caisson, le joint est mis. La porte est poussée, tu peux y aller. Ok, 10 mètres. l'instructeur va vérifier la résistance de Pierre-Yves à ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, aux effets secondaires impressionnants. Notre caméraman l'accompagne. Nous voilà à 30 mètres, ça va? Tout va bien. Là, on commence à voir la voix qui se déforme. Vous ne pouvez plus siffler non plus. C'est quoi les autres sensations? En fait, c'est un sentiment de bien-être. On est vraiment apaisé, c'est détendu et agréable. À 45 mètres, la pression appuie sur les cordes vocales et altère les capacités du cerveau. Cela peut être dangereux. Installez-vous et Pierre-Yves commence ton test. Pierre-Yves doit se concentrer. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois faire un test de logique pour savoir si j'arrive à réfléchir et à être logique sous l'eau. Ça a l'air compliqué. Un petit peu, ouais. Pierre-Yves, le temps pour le test est passé. Ouais, j'ai fini! 10 minutes plus tard, de retour à une pression normale, tout va bien. Les effets ont disparu. Arithmétique ou labyrinthe, il faut apprendre à gérer l'ivresse des profondeurs. Si c'est pas très droit, c'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il ait trouvé la sortie. Je pense qu'il mérite bien un bon 18 sur 20. Première étape réussie pour Pierre-Yves. Ancien barman, il n'a pas hésité à démissionner de son CDI pour devenir scaphandrier. Pour un changement de vie, pour pouvoir voyager, bouger, et puis allier une passion qui est la plongée et travailler en même temps. Un métier passion qui a aussi attiré Gabin, 21 ans. Lui était soudeur et n'avait jamais enfilé une combinaison de plongée. Son rêve, aller souder sur une épave ou sur une plateforme pétrolière à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, je lui fais passer donc la matière, les baguettes à souder. C'est pas comme sur Terre où on peut se brûler. Les dangers sous l'eau, c'est, vous voyez, quand je suis en train de souder, je produis un gaz, des bulles. Ça peut créer une sorte de petite explosion, quoi. La pièce est terminée. Verdict de l'instructeur. Alors il s'en est sorti comment là? Alors, il s'en est sorti pas trop mal. Pour les premières soudures, il a quand même vraiment le geste, il a la technique. Après l'entraînement, exercice en conditions réelles. Les conditions sont idéales, bien loin du quotidien du scaphandrier qui travaille souvent dans l'obscurité. Chose tranquille, d'accord? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mer, c'est peinard, donc ça doit se passer nickel. Alors pour s'exercer, il va y avoir une difficulté supplémentaire. Alors là on va l'occulter, c'est-à-dire qu'on va masquer sa visibilité avec cette petite pièce, fabrication maison. On va la mettre juste là à l'intérieur. Donc là on peut lui faire des signes. Il ne verra rien. Dans 80% des cas, les plongées se feront sans aucune visibilité, dans la vase d'un port à très grande profondeur ou dans les boues d'une station d'épuration. Accompagné de Gabin, Pierre-Yves s'entraîne à faire encore et encore des nœuds, de mémoire. Les plongées peuvent durer 3 heures par jour maximum. Lève le pied. Voilà, parfait. Bienvenue à bord. Des conditions extrêmes qui ne découragent pas Pierre-Yves. Allez, à ta gauche. On n'y voit absolument rien. Toujours intéressé par le métier scaphandrier? Plus que jamais. Oh, c'est génial. Les formations coûtent près de 12 000 €. En France, entre 200 et 250 scaphandriers sont formés chaque année. Une profession tellement exigeante que les carrières dépassent rarement une dizaine d'années.
L'actualité du bassin méditerranéen cette semaine, c'est évidemment le début du 69e Festival de Cannes, ouvert officiellement par Vincent Lindon et l'américaine Jessica Chastain. De grandes stars ont d'ores et déjà foulé le tapis rouge, vous le voyez, George Clooney ou encore Julia Roberts sont sur la croisette. Mais au-delà du strass et des paillettes, Jean-François Alixon, vous êtes à Cannes pour nous et il faut vraiment regarder de très près la sélection officielle pour trouver un film méditerranéen. Oui Grégoire, et d'ailleurs il faut bien chercher parce qu'il n'y en a qu'un, c'est un film espagnol de Pedro Almodóvar qui s'intitule Julieta. Mais il faut savoir qu'à Cannes, il n'y a pas que la sélection officielle, celle dont on parle toujours, dont celle de la Montée des Marches. Il y a d'autres sélections, puisque plusieurs centaines de films sont projetés ici. Par exemple, dans Un certain regard, et là je vais regarder mes fiches pour n'en oublier aucun, il y a un film égyptien, 2 israéliens, un italien, un film tourné à Chypre. Il y a dans les séances spéciales un film italien, et puis un film français de Karim Dridi, tourné à Marseille, donc vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Je voulais aussi attirer votre attention sur un film qui a été projeté au tout début du festival, dans la section Un certain regard. C'est un film italien de Marco Bellocchio, un film magnifique qui s'intitule Faites vos rêves. Si vous voulez savoir ce qu'en pense l'équipe de Culture Box, rendez-vous sur culturebox.fr et là vous saurez tout sur tous les films que toute l'équipe de Culture Box a vu ici pendant cette quinzaine. Merci beaucoup Jean-François. J'ajoute une petite précision que le film de Marco Bellocchio dont vous parliez il y a un instant est présenté à la quinzaine des réalisateurs. L'occasion pour nous d'aller un peu plus loin. Les régions sont nombreuses à vouloir accueillir les réalisateurs pour servir de décor à leurs films. C'est le cas en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Il faut dire que les retombées économiques ne sont pas négligeables, loin de là, comme vous allez le constater dans cet extrait du magazine PACA, Terre de fiction, diffusé il y a quelques jours sur France 3, réalisé par Magali Roubaud et Frédéric Serroli. L'image des stars imprègne les murs de Cannes. La Côte d'Azur et le cinéma, c'est une histoire d'amour et de raison. Être vu au ciné ou à la télé, un atout qu'on se dispute. C'est section de recherche qui passe sur TF1 dans la semaine et vous avez plusieurs plans sur la côte qui sont pris et notamment Cannes. Donc maintenant que vous connaissez... Chaque année, le cinéma mondial se donne rendez-vous aux Marches du Palais. Mais c'est toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui veut attirer les tournages dans sa lumière. Télé ou ciné, la région veut la palme de l'accueil des fictions. Séduire les équipes de tournage est donc devenu une priorité pour les élus. Les chiffres sont impressionnants. 1 euro investi donnerait jusqu'à 7 fois plus de retombées économiques. Alors même pour attirer 5 jours l'équipe du tournage de Brise de Nice 3 l'an dernier, la commission du film se bat au quotidien. Elle se félicite des bons résultats, 15% de tournage en plus sur la Côte d'Azur. Petit ou grand écran sont des aspirateurs à touristes. On appelle cela le marketing territorial. Le marketing territorial, c'est développer un territoire et faire rêver sur le territoire, créer du désir de venir. Les tournages, les projections de films ou de programmes de télévision créent de la notoriété sur un territoire et créent une notoriété positive pour beaucoup d'œuvres. Lorsque vous tournez un film sur la Côte d'Azur qui montre de beaux paysages ou des images attractives et que vous diffusez ce film en Australie ou en Chine, vous générez mécaniquement des nuitées de touristes chinois ou australiens sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'en sais rien. En 2015, Marseille annonce 30 millions d'euros de retombées économiques intramuros. La région PACA a versé 4,5 millions d'euros en aides et subventions pour une centaine de projets. Un territoire qui ne peut plus se satisfaire de ses seuls décors et de sa lumière. Tant qu'il y a des politiques d'accueil de tournage, tant qu'il y a des politiques de subvention sur le cinéma, les productions viennent. C'est pour ça que la région Rhône-Alpes, par exemple, depuis une trentaine d'années, ils font un malheur parce qu'ils ont une énorme politique de subvention aux productions. Pour peu, PACA était jusque-là, je crois, la deuxième région qui aidait les tournages. C'est vrai que le travail qui a été fait par la région PACA depuis 20 ans est formidable. C'est pour ça aussi qu'il y avait plein de tournages qui venaient. Là, avec le changement de direction à la région, on attend de voir. Voilà. Et le drone, Il y a les subventions et les autorisations. Il souhaiterait avoir 3 lieux de prise de vue. À Nice, quand Nils Tavernier veut raconter l'histoire d'un papa qui permet à son fils handicapé de participer au triathlon, on trouve la solution.
De toutes nos forces, c'est un film qui a été tourné à Nice et vous vous en souvenez? Absolument, c'est un très très beau souvenir parce que c'est un film dont l'action se situait pendant le triathlon et donc on a accueilli la production qui a tourné quasiment un mois mais de façon discontinue sur Nice. Une première période qui coïncidait avec le déroulement du triathlon et une deuxième période pour faire toutes les scènes qui n'étaient pas possibles pendant le déroulement du triathlon et qui ont été réalisées après au cours d'un été indien exceptionnel. Les conditions météo sont annoncées très difficiles avec la chaleur qui sera omniprésente. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez obtenu les autorisations que le film se tourne pendant le triathlon. Jacques Gamblin, il est au milieu des vrais triathlètes. Absolument. Alors, il y a eu un travail de collaboration étroit entre le bureau d'accueil des tournages de Nice et puis la direction des sports de la ville de Nice et les organisateurs de l'Ironman. Tout a pu se dérouler de la façon la plus harmonieuse possible. Sur le Vieux-Port à Marseille, c'est un film d'action avec Scott Eastwood, le fils de Clint qui se tourne. Une belle prise pour la ville. Hey, ça va les gars? Désolé, mais on était en plein tournage. Vous savez, on court un peu après la lumière pour tourner. J'adore Marseille. Ici, il y a Notre-Dame de la Garde. Là, il y a la Méditerranée. C'est superbe. C'est un repérage organisé par la ville qui a attiré la production à Marseille. Ce premier conseil municipal. Oui, bien. Autre gros poisson dans les filets, Gérard Depardieu, futur maire pas très honnête de Marseille, dans la série du même nom, 115 jours de tournage pour 8 épisodes. Même le véritable maire a accepté de prêter son bureau, en espérant ne pas avoir à le regretter. Le personnage est truculent, le personnage est un artiste extraordinaire. Bon, ce qui m'impressionne plutôt, favorablement, c'est que le réalisateur dit il n'y aura pas de comparaison entre l'équipe des magistrats municipaux de Marseille, dont je suis le premier, et ce que veut faire le scénariste. Bon, alors nous verrons. En 2015, du long au court, 12 équipes de tournage ont posé leurs caméras chaque jour dans un coin de la région. Une activité majeure qu'il appartient aux acteurs de l'économie de ne pas laisser s'envoler. Et puisque nous sommes à Cannes, partons à la rencontre d'une vraie personnalité. Serge Assier, grand reporter photographe, il a travaillé des années au Provençal, une fonction qui lui a permis de côtoyer les stars sur la Croisette et de posséder aujourd'hui une impressionnante collection de photos. Et des clichés exposés en ce moment à Marseille. Sa faconde et son audace lui ont permis de réaliser des photographies uniques. Rencontre signée Mélanie Frey et Roger Gasque. La toute jeune Adjani, Gainsbourg et Birkin, Roman Polanski, Arnold Schwarzenegger avant qu'il n'entre en politique, Hitchcock. Son tableau de chasse est immense, mais la vraie star, c'est lui, Serge Assier, photographe, animé par ce qu'on appelle le feu sacré. Tu arrives au Cap d'Antibes. Le type, il est dans le bungalow. Le type du bungalow, c'est Kirk Douglas. Quand j'arrive, j'ai pas le rendez-vous. Hein. Je dis, j'y suis là maintenant, on a fait la photo. Mais comment on vous a laissé passer là-haut? J'ai dit, mais moi, tout le monde me laisse passer. Alors sa femme, je commence à faire rigoler sa femme. Et puis, fin de compte, j'ai fait ma série de photos. Piccoli et Romy, un dîner au Carlton. Toi, il faut que tu connaisses les couloirs de l'hôtel Carlton par cœur. Donc je passais par les coursives, par les cuisines, et puis j'arrivais dans la salle. Ah, je faisais 4e photo, puis je me faisais virer. Mais j'avais 4e photo. Sa qualité première, c'est l'audace. Serge Assier ose tout. Rien ne l'arrête. L'important, c'est la photo. À chaque fois, c'est la même méthode. Tous derrière, lui devant. Le résultat, c'est contre-champ. J'avais une voix qui porte, j'aurais dû faire de l'opéra, moi, parce que j'avais une voix qui porte. Retournez-vous! Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils croyaient qu'il y avait un attentat, peut-être. Et moi, j'arrivais à faire les photos, tu vois. C'est pas de m'incarner. Je suis sur le bonhomme, alors, 24. C'est comme je suis sur l'écran. Tu vois, paf! Paf, David Bowie, clic-clac, John Lennon, dans la boîte à images des milliers de stars et d'anecdotes. Mais Cannes ne serait pas Cannes sans les starlettes de la Croisette. La fille, elle monte sur le toit dans la voiture. Oh, le toit, il est pillé. Le mec, il est dessous dans la voiture. Il devenait fou. Mais moi, pour faire la photo, je suis obligé de monter sur le toit de la voiture de devant. Le mec, il me dit, mais monsieur,
Descendez, qu'est-ce que vous faites? Mais je fais 2 photos, je ne vais pas la louper. Mais monte-toi dans la voiture, vous m'écrasez tout. Allez, on fait la photo. Et un reportage à revoir, tout comme l'intégralité de ce magazine, sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. L'image de la semaine nous emmène en Arles pour admirer 31 toiles de Vincent Van Gogh exposées jusqu'au 11 septembre. Ces peintures qui proviennent du musée Van Gogh d'Amsterdam ont toutes vu le jour ici en Provence, entre Saint-Rémy et Arles. Un retour aux sources en quelque sorte pour le plus grand bonheur des visiteurs. À la semaine prochaine.